Meshurim, Kedvesh Barataim, Neukevet Urak. Messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à l'Institut hongrois à l'occasion de cette conférence sur la Hongrie dans l'espace européen dans l'entre-deux-guerres par notre amie Catherine Orell. Je remercie bien sûr l'Institut et la directrice Zita Bodnar de nous accueillir ici et je le fais en tant que président de l'Association des Amis de l'Institut hongrois. Cette conférence, merci Catherine, je suis heureux de vous accueillir. Cette conférence porte sur un sujet évidemment brûlant. Nous fêtons le 101e, le 100e anniversaire de ces traités, Versailles, Sèvres, Trianon bien sûr, qui ont bouleversé l'espace centre-européen. Merci de nous accorder vos éclairages. J'ai scrupule de présenter Catherine Orell, tant je suis certain que la plupart d'entre vous ici la connaissez, avez lu ses livres, ses nombreux livres portant sur la Hongrie, l'Europe centrale, l'histoire de Budapest, que tout le monde a lu bien sûr, cette Europe qu'on dit centrale, 2009, et plus récemment, la biographie du régent Horthy. Je ne présenterai pas Catherine, sinon pour dire que enseignante au Panthéon, Sorbonne, maître de recherche, chargée de recherche au CNRS, directrice de recherche, conduisant plusieurs thèses et intervenant dans les médias, titulaire de plusieurs décorations, reconnaissances qui sont venues témoigner tout l'intérêt que la communauté scientifique avait pour ces travaux. Nous ne pouvions avoir meilleure introductrice à ce sujet. Un très grand merci Catherine, et je vous laisse la parole donc pour une présentation d'environ 1 heure qui sera suivie de 20 minutes, une demi-heure d'échange avec la salle. Merci encore. Merci René, Madame la directrice, messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous livrer quelques mini remarques préliminaires et puis après je vais m'asseoir parce que ça sera plus pratique que de déambuler autour de la table et puis je risque de me prendre les pieds dans les fils et autres. Donc d'abord je suis très très heureuse de vous voir si nombreux en ces temps un petit peu difficiles où on nous oblige à faire beaucoup de choses de façon filmée, virtuelle, ce qui est franchement assez désagréable. Donc c'est un plaisir immense d'être en vrai, devant un vrai public, et qui plus est, en ce qui me concerne, sans masque. Donc c'est une grande réjouissance. Deuxième petite remarque préliminaire, dans cette présentation si élogieuse que je viens d'entendre, il manque un livre qui a été présenté ici d'ailleurs il y a 1 an et demi, c'est Les voyageurs français en Hongrie au XIXe siècle, qu'on peut encore trouver dans les bonnes librairies. Et puis je vais livrer au public une petite avant-première. Je suis en train d'en écrire un autre. C'est une commande, oui, c'est un collègue qui lance chez l'éditeur Talendier une série de livres sur l'histoire des nations. Donc, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de l'histoire de la Hongrie, mais de l'histoire de la nation hongroise. Et suivra, il y a une histoire de l'Angleterre, donc, et non pas de la Grande-Bretagne, etc. Donc, ce que nous souhaitons dans ces ouvrages donc, qui sont prévus en série, c'est de se poser la question de la construction nationale, et du moment où, pour paraphraser Ernest Renan, au moment où on fait nation. Donc, ça n'est pas nécessairement un fil chronologique qui va comme un long fleuve tranquille de Arpad à aujourd'hui. Il s'agit de se poser la question, donc, à quel moment, finalement, la Hongrie fait nation et comment elle est perçue comme telle. Donc, vous pouvez vous imaginer que pour un historien, c'est un défi très, très intéressant. Je vous avoue que je suis en train d'écrire le livre, que j'ai opté pour un plan thématique
donc ce qui est assez exigeant, alors pas pour un public comme vous, parce que vous connaissez l'histoire de la Hongrie, donc vous ne serez pas dérouté par ce plan thématique, mais on va dire que pour un grand public peut-être moins averti, mais néanmoins érudit, ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc on va agrémenter ça d'outils, une chronologie, des cartes, etc., afin de ne pas perdre le lecteur en route. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir donc, sur des grandes thématiques qui, de mon point de vue, structurent l'histoire de la nation hongroise. Et vous allez voir que si je vous parle de ça, ce n'est pas complètement inapproprié avec ce qui va suivre. Donc, j'ai choisi dans un premier temps de parler du mythe des origines, du territoire. Alors, vous pouvez déjà voir qu'on s'approche du thème d'aujourd'hui. Un deuxième grand chapitre, une grande partie, c'est la question de l'État et de la souveraineté. Donc là aussi, magyar állam, ça veut dire quelque chose d'extrêmement fort. Et les variations de souveraineté à partir du XVIe siècle, évidemment, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant et qui permet de comprendre le sentiment national au travers du rapport que les Hongrois, les élites, mais pas que les élites, vont avoir avec l'État et avec la survivance de l'État, plus ou moins amputé de sa souveraineté au travers des siècles. Ensuite, eh bien, il y a un grand chapitre sur les grands hommes. Il y aura aussi quelques grandes femmes, rassurez-vous. Et parmi les grands hommes, il y a à la fois les héros, les martyrs, les traîtres. Voilà. Il y a les figures, finalement, dans lesquelles la nation hongroise s'incarne, ou s'est incarnée, continue à s'incarner. Et ça permet aussi, là, une réflexion très, très profonde sur cette construction nationale au travers de ces figures, alors parfois mythiques, parfois distordues, falsifiées, interprétées, réinterprétées, selon, au gré de l'histoire du pays. Et puis, la dernière grande partie, ça ne vous surprendra pas venant d'une historienne française, c'est les lieux de mémoire. Donc, où là, on continue à tracer ce fil de la construction de la nation et de la mémoire et du sentiment collectif au travers des lieux de mémoire. Tout comme les grands hommes et comme le territoire, ces lieux de mémoire ne sont pas tous en Hongrie aujourd'hui. Donc, ça permettra aussi de réfléchir à ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, j'en termine avec mes remarques préliminaires. Je me demande si je vais quand même pas rester debout, finalement, c'est mieux. Alors, je vais vous parler évidemment de ce que c'est que la Hongrie dans l'entre-deux-guerres, mais on ne peut pas éviter de commencer par Trianon. Alors, j'avais juré de ne plus jamais parler de Trianon, parce qu'il y a des moments, franchement, où on sature. Et puis, finalement, ça m'a paru quand même, justement parce que je suis en train d'écrire ce livre dont je vous parlais à l'instant, ça m'a paru quand même un point de départ absolument indispensable. Donc, on est obligé de faire un retour sur cette carte de la Hongrie royale, que vous connaissez tous, bien sûr. Et ça nous entraîne aussi à une réflexion finalement qui est plus large sur, alors non seulement la fin de cette Hongrie royale, mais la fin de l'Empire des Habsbourg dans son ensemble. On ne peut pas l'éviter, puisque, bien entendu, les deux sont liés, les deux étaient liés dans la guerre, et donc l'effondrement concerne tout l'Empire. Et là, il y a une différence quand même notable entre les deux parties de l'Empire des Habsbourg. C'est que malgré ce qui arrive à la Hongrie est la Hongrie. C'est-à-dire qu'un Hongrois est un Hongrois. Et généralement, les gens savent bien qu'ils sont Hongrois, même au-delà des frontières, justement. En revanche, un Autrichien est-il un Autrichien ? Il y a un véritable problème d'identité
dans le cas de l'Autriche, que je ne vais pas traiter puisque ça n'est pas mon propos aujourd'hui, mais c'est quand même très intéressant de comparer. D'abord, c'est toujours très intéressant de comparer les deux, l'Autriche et la Hongrie, à partir du moment où les deux sont en association bon gré mal gré. Et parmi toutes les différences qui sous-tendent ce duo, cette paire, on peut aussi réfléchir sur la question de savoir si les deux sont des États, et effectivement, ça n'est pas le cas côté autrichien. On a vraiment une conception tout à fait différente de l'État et du coup de ce que c'est que l'Autriche. La question ne se pose pas en Hongrie du même à ce niveau-là, puisque, eh bien, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, l'État hongrois est un État centralisé, qui a ses structures bien ancrées dans la continuité, dans le temps long de l'histoire, et bien donc depuis Saint-Étienne. Bon. Ce n'est pas du tout le cas de l'Autriche. L'Autriche est une association, un conglomérat, un patchwork d'États, au pluriel, qui soit ont fait état à un moment ou à un autre de leur existence historique, soit sont des duchés, des margravias, des principautés, etc., qui s'agglomèrent dans ce qui va être l'Autriche et qui est tenue par la dynastie, qui finalement joue le rôle de suprastructure, et suprastructure supranationale par la même occasion. Donc, quand les deux parties s'écroulent, eh bien, on n'a évidemment pas les mêmes conséquences d'un côté comme de l'autre, et ça, c'est quelque chose à quoi il faut penser, même si, effectivement, on a tendance, une fois passé octobre 1918, à complètement oublier les deux parties, et comme on le faisait déjà d'ailleurs depuis le compromis. Et ça aussi, c'est intéressant de voir à quel point les deux parties de l'attelage qui a constitué la double monarchie, le dualisme, étaient progressivement éloignées l'une de l'autre. Mais ça serait de la réflexion pour une autre conférence. Donc, la Hongrie avant la guerre, telle qu'on la voit ici, eh bien, se trouve donc au lendemain de la guerre, morcelée par, donc, comme vous le savez tous, les revendications nationales des diverses parties. Alors, si on recule aussi un petit peu en se demandant finalement, en se posant la question des buts de guerre de l'entente contre l'Autriche-Hongrie, on voit que là aussi, c'est une réflexion qui est intéressante pour la suite. On voit qu'avant l'entrée en guerre de l'Italie en mai 1915, il n'y a pas de but de guerre de l'entente contre l'Autriche-Hongrie. C'est à partir du moment où, par le traité de Londres, on fait des promesses aux Italiens que ces promesses touchant directement le territoire de l'Autriche, et de la Hongrie par la même occasion, eh bien, on entre donc dans une réflexion sur la question de savoir si l'entente est vainqueur, il va falloir satisfaire l'Italie à la fin de la guerre. Et donc, même en admettant, de temps en temps, les historiens aiment bien faire du si, hein, was wäre wenn, comme on dit en allemand, on peut se demander ce qui se serait passé, finalement, si les autres parties de l'Empire n'avaient pas, eux aussi, au bout d'un moment, réclamé leur propre territoire. Eh bien, en satisfaisant l'Italie, de toute façon, on donnait un coup dans le ventre, en plus, de l'Autriche. Et de toute manière, on aurait forcément assisté à une avalanche d'autres revendications territoriales. Mais je trouve la réflexion intéressante de se dire qu'effectivement, c'est l'entrée en guerre de l'Italie qui donne directement des buts de guerre de l'entente contre la Hongrie.
Alors, le reste, on le connaît. Je ne vais pas vous infliger les découpages territoriaux et l'histoire extrêmement pointue, passionnante, mais pas franchement facile à faire passer comme ça. Il faudrait que je vous montre tout un tas de cartes et qu'on parle en pourcentage, en tracé de frontières. Non, ce qui nous intéresse ce soir, ce que j'aimerais vous livrer, ce sont donc justement des réflexions sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la façon dont la Hongrie a essayé de digérer ce traité, la façon dont on se l'est approprié finalement, dont c'est devenu un élément du discours national dont je parlais tout à l'heure, et un élément qui devient l'élément avec un grand E, c'est-à-dire la chose incontournable, la Urkatastrophe, pour reprendre un terme allemand. Alors je vous signale, je fais une petite incise. Alors là, ce n'est pas un livre que j'ai écrit toute seule, mais c'est un collectif que j'ai édité avec deux autres collègues, qui est toujours disponible aux éditions Nouveau Monde et qui s'appelle « Vaincus !» Histoire des défaites en Europe, 19e, 20e siècle. Et dans ce volume, j'ai commis Trianon. Voilà. Donc ça m'a permis, là aussi, de réfléchir sur la notion donc d'être vaincu, la notion de défaite. Et dans le cadre hongrois, vous pouvez bien entendu vous douter que je ne me suis pas contentée de traiter la chose en 1918. Je suis allée chercher Mohács et j'ai tissé cette conception, ce sentiment finalement de défaite, ce sentiment d'être des vaincus de l'histoire et la façon dont on essaye ou pas de vivre avec ça. Donc, immédiatement après la signature du traité, eh bien, il se développe, comme vous le savez, alors, un martyrologe d'un côté, et puis aussi une réflexion sur ce qui s'est passé, et immédiatement, évidemment, une envie, une exigence de réviser ce traité que les Hongrois considèrent comme profondément injuste. Et ils ne sont pas les seuls à penser comme ça. Il y a immédiatement des voix qui s'élèvent, y compris au sein des alliés eux-mêmes, hein, bien entendu, qui considèrent que ce découpage radical, brutal, qui a été imposé à la Hongrie, n'est peut-être pas tout à fait juste au regard, alors non seulement des équilibres ethno-linguistiques de la région, qui sont de toute façon contestables où qu'on se place, puisqu'il y a très peu d'endroits où les populations sont véritablement compactes, ce qui est quelque part peut-être aussi, on se dit, une réussite des siècles qui ont précédé, c'est qu'il n'y a pas comme ça, près des nouvelles frontières, des populations qui seraient complètement regroupées et qu'on pourrait donc éventuellement aménager le tracé de la frontière pour faire passer 10 villages slovaques d'un côté, 4 villages serbes de l'autre, 3 villages roumains, 10 villages hongrois, etc. On ne peut pas. Il faut donc passer par des délimitations qui sont insatisfaisantes et évidemment insatisfaisantes, surtout, ça va de soi, du côté hongrois. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que le slogan que vous connaissez tous, Nem Nem Soha, et cette exigence de réviser les traités, elle est déjà présente avant la signature du traité. C'est-à-dire que dès la mise en place du gouvernement Károly, il y a un office gouvernemental qui est chargé de faire passer
cette exigence, je vais dire propagande, mais là, bon, n'y voyez pas une notion péjorative, de dire nous n'acceptons pas ce que vous êtes en train de nous faire, en gros. Là, on est en octobre-novembre 1918, le traité n'est pas signé, mais, comme vous le savez, sur le terrain, eh bien, les anciennes nationalités qui appartiennent maintenant à des États qui sont soit en train de se constituer, comme la Tchécoslovaquie, soit déjà constitués, mais qui pratiquent un irrédentisme sur le terrain, donc ce qui va devenir le royaume des Serbes, Croates, Slovènes, et puis la Roumanie. Donc, déjà, dès ce moment-là, il y a donc une lutte pour ne pas accepter ce futur découpage. Alors ça va devenir systématique, bien entendu, après 1919. Rappelons aussi, je pense que tout le monde le sait, que la République des conseils, que les bolcheviks, leur armée rouge, c'est aussi une armée rouge qui part à la reconquête des territoires, sous le couvert, bien entendu, de solidarité prolétarienne, hein, de dire tous les prolétaires ne sont pas des Slovaques, des Roumains, des Serbes, etc. Ce sont des prolétaires, donc ils ont vocation à entrer dans la grande révolution bolchevique, hongroise, prolétarienne, etc. Ce qui, d'ailleurs, est aussi extrêmement intéressant, c'est que ça, pour l'après 1920, ça crée du consensus, y compris chez les communistes. Je me rappelle d'un document que j'ai lu il y a peut-être 30 ans, aux archives du Quai d'Orsay à l'époque, qui était encore au Quai d'Orsay, dans la série Z, Hongrie 1940, un courrier du ministère de l'Intérieur français qui signalait les activités de communistes hongrois à Paris, donc là, jusque-là, tout paraît normal, et où le récit qui en était fait par le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui avait fait l'enquête était étrange, parce que, enfin étrange, cet homme s'exprimait, il exprimait sa perplexité en disant ne pas comprendre comment il se faisait que ces communistes qu'on avait à l'œil à Paris étaient aussi révisionnistes que les autres membres de la communauté hongroise de Paris, qui eux aussi étaient surveillés à cause du révisionnisme. Et ce brave fonctionnaire était bien perplexe sur cette question, et donc il lui manquait certainement quelques éléments pour comprendre le sentiment national hongrois. Donc, une propagande révisionniste qui se met immédiatement en route, avec, alors comme vous le voyez ici, moi je trouve ça très habile, des représentations de ce que pourrait être l'amputation de la Hongrie comparée à d'autres nations. Alors, en ce qui concerne la France, évidemment, vous voyez, c'est extrêmement frappant. Et donc, la carte postale que vous voyez concernant la comparaison entre la France et la Hongrie, c'était donc des cartes postales de propagande qui étaient produites à Budapest et qui étaient envoyées à des Français. Alors, soit à des gens qui étaient ciblés parce qu'on supposait qu'ils étaient sympathisants, etc. Mais il y avait aussi, en gros, des anonymes. Alors, il y avait beaucoup d'enseignants, des fonctionnaires, on avait ciblé quand même un certain nombre de professions susceptibles de parler de ce qu'ils avaient reçu et de s'interroger et éventuellement d'être convaincus et de former comme ça un lobby révisionniste à l'étranger. Et ces cartes postales, eh bien, on les retrouve justement saisies par le ministère de l'Intérieur, et on les retrouve donc dans les cartons des archives, où donc on signale à l'attention du ministre plénipotentiaire français à Budapest que des choses comme ça sont expédiées vers la France dans toute la période, en fait. Bon, essentiellement dans les années 20, mais quand même dans toute la période.
Donc il y a une représentation populaire aussi du traumatisme. Et vous voyez ici là aussi des cartes postales. Alors ça, c'est des cartes postales qui circulent en Hongrie pour montrer l'injustice qui a été faite à la Hongrie, et où, bien entendu, on représente les nationalités qui se sont emparées des territoires. Alors, vous voyez ici le malheureux Hongrois qui essaye de se défendre, et puis les autres qui sont en attente et qui le guettent, prêts à donc lui arracher les territoires. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est là, vous voyez, l'ours russe, qui est là aussi une représentation classique que l'on trouvait énormément durant la guerre. Un jour, ça serait aussi assez amusant de montrer les représentations de l'ennemi avant et pendant la guerre, avec tout ce que vous pouvez imaginer de stéréotypes racistes, on dirait aujourd'hui, bien sûr, et d'imaginaire de l'ennemi. Et puis, alors, la deuxième carte postale est aussi très, très intéressante. C'est donc potentiellement la reconquête, la résurrection de la Hongrie. Je vous rappelle que les enfants à l'école récitaient le credo magyar tous les matins. Je crois en la résurrection de la Hongrie. Et là, eh bien, on montre carrément, on va dire très vulgairement, des coups de pied aux fesses donnés à un certain nombre de nationalités alors, c'est pas qu'on voudrait les expulser, c'est qu'on voudrait expulser l'État qui a pris, qui s'est emparé de ces régions. Les expulsions, ça sera pour après la Seconde Guerre mondiale. Pour le moment, il n'en est pas question, en tout cas pas dans le contexte austro-hongrois. Ces transferts ont eu lieu, par contre, dans l'Empire ottoman, mais ça, tout le monde le sait, et c'est un autre sujet. Donc, l'essentiel de cette représentation qu'on a là, c'est, pour que ça soit bien clair dans l'esprit des gens, c'est le territoire de la Hongrie royale, donc bien reconnaissable pour le grand public, bien entendu. On a affaire à des gens qui, dans les années 20, ont tous fait leur scolarité sous la monarchie, sous l'Empire, et ont eu la carte de la Hongrie accrochée dans la salle de classe. Donc tout le monde, il n'y a pas besoin d'explication, tout le monde sait de quoi on parle. Ce qui est intéressant, évidemment, au centre, c'est la couronne. Donc là aussi, le rappel incessant à Saint-Étienne, avec là aussi cette citation que l'on fait tout le temps de la lettre, des instructions que Saint-Étienne rédige pour son fils, où il dit il faut toujours prendre en compte qu'un pays qui est peuplé par des gens divers, de langues diverses et de mœurs diverses, est une richesse, et mon fils, tu dois conserver ce royaume, etc. Donc ça, c'est à chaque fois aussi rappelé pour d'abord bien tracer la continuité historique, et puis pour exalter, bien entendu, la couronne, qui est le symbole de l'éternité de la Hongrie, en quelque sorte. Donc ça, c'est extrêmement important dans la psyché hongroise, dans l'inconscient collectif. Je suis sûre qu'il y a déjà eu plein de conférences ici sur la Sainte Couronne, mais ça serait aussi intéressant de regarder cette permanence de la couronne dans l'inconscient collectif. Il y avait eu je fais une petite parenthèse sur la couronne, il y avait eu un sondage très intéressant. D'abord, par le fait que c'était un sondage, quand la couronne a été ramenée des États-Unis en 1978, quand même, malgré les contraintes idéologiques et du régime communiste, il y a eu un sondage qui a été fait dans la population pour leur demander quels sont les symboles de la Hongrie. Et le problème pour le régime, c'est que, évidemment, les gens étaient frappés par le récent retour de la couronne,
Et je ne sais pas ce que le régime s'attendait à voir d'ailleurs, mais enfin évidemment la majorité des gens a dit la Sainte Couronne. Bon. Et les symboles qui étaient très très directement liés au régime étaient tous en queue de peloton. Le drapeau rouge, bon, il y avait comme ça un certain nombre de choses qui avaient été mises dans la liste et pour lesquelles les gens n'approuvaient aucune espèce d'identification. Donc le sondage est resté... il a été publié, évidemment, mais bon, il n'a pas été commenté au-delà de ça, mais c'est évidemment très, très intéressant de voir cette permanence. Alors, voilà, il ne faut pas qu'on tombe tous complètement dans le tragique non plus. Donc là, je me suis permis de vous mettre ça parce que comme vous êtes quasiment tous madiarophones dans la salle, eh ben, vous pouvez vous amuser de cette caricature. Je sais pas, est-ce que tout le monde arrive à lire? Non. Bon, alors l'institutrice dit bon, alors petit Paul, Paulika, est-ce que tu peux me dire combien il y a de comitats Madiè, combien il y a de comitats en Hongrie? Et Paulika, Kispali, répond oh, je pourrais bien le dire, mais je ne le dis pas parce que je ne veux pas influencer la conférence de la paix. Donc voilà, bon, j'ai dit on peut aussi en rire parce que finalement il y a aussi au bout d'un moment une espèce de désillusion qui se fait jour, mais qui est intéressante dans le cas ici, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le sentiment de la défaite, il est d'autant plus injuste, il est vécu de façon d'autant plus comme une injustice, parce qu'on se dit que la Hongrie n'a pas été vaincue militairement, à la différence de Mohács. Bon, Mohács, c'est une défaite, le roi est mort, bon voilà. Bon, mais c'est une défaite de la Renaissance et ça pourrait faire l'objet encore d'une autre conférence. Mais on a écrit, je refais une parenthèse, on est aussi en train d'écrire un livre avec 2 autres collègues sur les grandes batailles de l'histoire et leurs mythes et leur mythification ou mystification, comme on voudra. Et là, je suis descendue je suis sortie de mon 19e chéri et je suis allée produire le texte sur Mohács. Donc là, on n'est pas dans le cas de Mohács, on est dans le sentiment d'avoir été vaincu sur le tapis vert, d'abord, parce que c'est la conférence de la paix qui met un point final à la partition, au démembrement du pays, donc un sentiment d'injustice, parce qu'on n'est pas battu, en quelque sorte, jusqu'à l'entrée sur le territoire de la Hongrie royale des troupes tchèques, roumaines et serbes. Le pays n'est pas envahi par l'ennemi. Voilà. Donc, un sentiment d'injustice qui se double donc de l'impression d'avoir été battu sur le papier, et puis l'impression d'avoir été battu par moins civilisé que soi. Voilà, il y a aussi un sentiment d'humiliation qui fait qu'on n'a pas non plus très envie de reconnaître aux Slovaques, aux Roumains ou aux Serbes une légitimité à former un État au même titre que le sien. Donc ça aussi, ça joue énormément dans la représentation et dans ce sentiment d'être victime, et d'être victime de façon tout à fait injuste. Donc ça, je vous le remets quand même en mémoire, mais tout le monde connaît ça par cœur. Donc c'est une image que je donne généralement à des publics moins avertis. Donc on va plutôt passer sur... Alors ce genre de représentations qui sont aussi très très courantes dans la publicistique de l'époque, dans les publications de l'époque, qui sont sans cesse rappelées, bien entendu, pour bien donner l'ampleur du traumatisme. Et puis, je vais passer à une autre thématique qui est la dimension symbolique du deuil de la nation.
Alors, vous connaissez tous les termes qui sont employés à l'époque. Magyar Calvaria, le calvaire hongrois, Magyar Golgotha, le Golgotha hongrois. Bon, donc il y a une dimension de sacrifice christique hein, que l'on voit très bien dans les représentations picturales de l'époque. Ça s'inscrit aussi dans la pierre, comme vous pouvez le voir ici. Donc les 4 statues qui ont été érigées tout de suite après le traité et qui étaient qui étaient à Kodaikerund. Donc le sud, l'est, l'ouest et le nord, avec à chaque fois donc des représentations du martyre, du deuil, de la lutte, mais aussi quelque part ici par exemple du « nous resterons fermes sur notre frontière ». Il y a aussi une notion de nous avons été vaincus, nous sommes séparés de la mère patrie, mais nous restons pieds fermes dans nos territoires pour d'abord faire valoir nos droits de minorité hongroise, et puis en gros nous sommes aussi prêts à ce que ça change. Hein. Voilà, nous sommes prêts, nous sommes en veille pour nous tenir prêts au cas où la révision se ferait. Donc, à l'époque, beaucoup de représentations de ce genre, avec là aussi des cartes postales, avec une diffusion. Bon, parce que ça, c'est Budapest. On pourrait dire, oui, mais dans le petit village du fond de Alföld, bon. Donc, si, c'est transmis, c'est diffusé. N'oubliez pas que c'est la généralisation. Alors, généralisation, le mot est un peu fort, mais il y a de plus en plus de diffusion radiophonique. Et puis, il y a aussi, même dans les villages, des projections ambulantes de cinéma qui passent et où on passe des bandes d'actualité. N'hésitez pas à aller en regarder, c'est absolument fascinant. Il y a un site qui s'appelle Híradó Online et où vous avez toutes ces bandes d'actualité fascinantes et où, donc, même au fond de Alföld, le jour où il y a une projection de cinéma, eh bien, par exemple, on va avoir la bande d'actualité où on va montrer l'inauguration des statues. Donc, voilà, il y a une diffusion qui va jusque dans le plus petit village. Alors, le credo hongrois, il est là, vous l'avez là. Donc, la dernière phrase, hein, c'est « je crois en la résurrection de la Hongrie », qui est un terme qui est employé systématiquement à droite comme à gauche. Quand pensons, par exemple, aux écrits de Jászai, Oskar. Il écrit un livre qui est traduit en anglais et en allemand d'une façon tout à fait différente, mais dont le titre est « Calvaire hongrois, résurrection hongroise ». Donc il y a là, alors dans son esprit, c'est pas le révisionnisme évidemment. Dans son esprit, c'est la Hongrie va se démocratiser, chasser, on va trouver le moyen de chasser le régent Horthy, et la résurrection, ça passe par une démocratisation qui, dans l'esprit de Jászai, va permettre, si on est un État démocratique, de s'entendre avec les pays voisins et de reconstituer, vous savez que c'était un grand fédéraliste, et de constituer cette fédération centre-européenne, danubienne, qu'il appelait de ses voeux. Mais il emploie le même terme. Hein, il emploie le terme de résurrection. Je n'ai pas le temps là de me lancer dans une exégèse des termes, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour notre réflexion. Donc, alors après, au début des années 20, donc, il y a une propagande, une politique révisionniste qui est extrêmement tous azimuts, on pourrait même dire brouillonne, hein, avec beaucoup de maladresse, avec quelques scandales, je passe. Ensuite, quand le régime Horthy se stabilise, la révision reste le but ultime, hein, reste l'horizon
sur lequel il faut absolument baser la politique, parce qu'on a besoin de consensus national, bien entendu, parce que tout le monde y croit, hein, comme je l'ai dit au tout début, mais on est bien conscient que, on est incapable de la faire militairement, c'est pas possible. La Hongrie a dû payer des réparations à sa force armée qui est réduite, donc il est absolument irréaliste et illusoire d'aller essayer de récupérer les territoires par la force. Donc ce qu'on va essayer, c'est de parvenir à cela d'une façon plus classique, dira-t-on, diplomatique, tout en continuant, bien sûr, l'œuvre de propagande qui ne se dément pas. Ce qui est intéressant, là aussi, dans cette représentation, c'est que, alors, on continue toujours à donner la carte que vous connaissez tous, alors que, en réalité, les écrits et ce que les hommes politiques et les élites et les influenceurs, on dirait maintenant, de la révision réclament, c'est hors Croatie-Slavonie. Hein. Bon, voilà. Parce que finalement, c'est la seule partie de l'ancien royaume dont on a fait son deuil pour deux raisons. D'abord, par honnêteté vis-à-vis du droit d'État croate qui était allié à celui de la Hongrie à partir du début du XIIe siècle. Donc il y avait un droit d'État sur lequel finalement les Hongrois étaient respectueux parce qu'ils voulaient qu'on respecte le leur, donc ils ont respecté le droit d'État croate. Donc ils se seraient, eux, tout à fait bien satisfaits d'une grande Croatie ou d'un royaume slave du Sud mené par les Croates, mais qui aurait laissé en Hongrie, bien entendu, les territoires de Bačka, Baranja, Voïvodine. C'est ça qu'on revendique. C'est pas la partie croato-slavone. En revanche, elle est quand même toujours représentée dans l'imagerie. J'ai jamais vu une seule carte qui représentait la Hongrie royale sans la Croatie-Slavonie. Ça, c'est très, très intéressant. Mais dans les faits, cette partie-là n'est absolument pas revendiquée. Bien au contraire, on va très vite prendre en considération en Hongrie le fait qu'il y a un gros contentieux entre Serbes et Croates et que finalement, on soutiendrait bien les Croates au détriment des Serbes parce que on est plus entre nous que vis-à-vis de la Serbie. Donc là, il y a une dimension intéressante qui appelait un petit commentaire. Bon, ce qui est tout à fait évident, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la dimension donc chrétienne, la dimension christique qui est sans cesse présente. Alors la Hongrie renaît, hein, vous voyez, avec le symbole de la croix, de la couronne. Pareil à côté, l'image d'à côté, c'est une espèce d'assomption. Alors là, c'est pas la Vierge, mais c'est la couronne, et avec les blasons hongrois, avec plusieurs éléments de l'idéologie du régime. Bon, l'élément chrétien, c'est absolument évident, mais il y a aussi l'élément terrien, hein, que vous voyez en bas, le paysan qui laboure son champ, et là, on rejoint très bien l'idéologie du régime. Donc, comme vous le savez, les alliances que la Hongrie scelle au courant des années, alors fin des années 20 et puis dans les années 30 avec l'Allemagne, avec l'Italie d'abord et l'Allemagne ensuite, sont bien entendu dans un but de parvenir à ce retour, cette reconquête d'un certain nombre de territoires. Là aussi, on est assez réaliste, on sait très bien qu'on n'aura pas une révision intégrale, ça n'est plus ce qui était envisagé au tout début de la période. En revanche,
Bon, il y a les territoires qui font le plus vibrer, bien entendu, la corde sensible, c'est la Transylvanie. Bon, ça, je n'entre pas dans les détails. Dans le livre que je suis en train d'écrire et dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai un chapitre entier consacré à la Transylvanie et à ce que ça signifie dans l'esprit et dans la conscience nationale hongroise. Et vous voyez, bien entendu, le symbole ici. C'est d'ailleurs pour la reconquête de la Transylvanie que la propagande du régime va être la plus forte, va être la plus massive, avec un film entier, un film documentaire entier réalisé sur la reconquête de la Transylvanie. On en fait un petit peu moins côté slovaque, même si, évidemment, la symbolique est forte. C'était la photo qui était au tout début de ma présentation. Vous aviez une photo de Horthy devant la cathédrale de Kassa. Donc, il y a quand même là aussi des choses très, très, très fortes. Et alors, il y a une petite subtilité là que j'aimerais vous livrer. Dans l'image slovaque, vous avez la phrase qui dit la justice a vaincu. Bon, Dieu az igazság. Et en fait, igazság, c'est aussi la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est la justice et c'est la vérité, bon, en hongrois. Et eh bien, c'est une paraphrase, évidemment très perverse, très méchante, de la devise tchécoslovaque. La devise tchécoslovaque, c'est Pravda zvítězí, c'est la devise de Jan Hus qui dit « la vérité vaincra ». Donc là, non seulement on dit ce qu'on a à dire en hongrois, mais pour ceux qui connaissent la langue tchèque, c'est en v'lant un coup en plus contre la Tchécoslovaquie, qui est l'ennemi majeur ici à stigmatiser. Donc ça me paraît particulièrement subtil à vous livrer. J'avais fini. Donc, j'ai presque fini d'ailleurs. Non, pas encore. Je vais encore vous abuser de votre patience pendant quelques minutes. Donc, pour terminer sur cette longue croisade de la Hongrie à la poursuite de ces territoires perdus pendant l'entre-deux-guerres, vous savez très bien que ces reconquêtes seront nulles et non avenues après la Seconde Guerre mondiale, avec à nouveau une deuxième couche, en quelque sorte, de traumatisme qui, là, par contre, est aggravé, bien entendu, par l'occupation soviétique et par les dégâts que cela cause dans le pays, avec là aussi, dans l'esprit de beaucoup en Hongrie, le sentiment d'être là encore vaincu par une puissance inférieure, barbare, que sont les soviétiques. Donc, un rajout de traumatisme sur ce que les gens ont vécu. Donc, dans l'entre-deux-guerres, on n'arrive pas à dédramatiser finalement, on n'arrive pas à opérer ce qui sera opéré après la Seconde Guerre mondiale, de s'accommoder de l'histoire, de se réconcilier éventuellement, de se distancier, de prendre une certaine distance avec les événements, parce que ces événements sont extrêmement immédiats, ils sont palpables pour la population. Comme vous le savez certainement, il y a eu un nombre considérable de réfugiés qui sont arrivés en Hongrie, des territoires qui ont été perdus entre 1918 et 1920. Ces réfugiés ont été plus ou moins bien intégrés, évidemment, dans la société hongroise, qui était elle-même
en bouleversement avec ce qui venait de se passer, la fin de la guerre, le retour des soldats, les morts, les mutilés, etc. En plus de ça, vous tombent dessus des centaines de milliers de réfugiés qu'il faut nourrir, loger dans une situation absolument apocalyptique. Donc, ces réfugiés, ils ont eux aussi eu le sentiment d'être doublement victimes. Parce qu'ils ont tout quitté, ils ont dû tout quitter. Beaucoup sont partis parce que c'était des fonctionnaires, c'était des enseignants, beaucoup des gens qui sont partis étaient des gens qui n'avaient pas d'ancrage local, ils n'avaient pas une maison de 10 générations. Bon. Et ils arrivent en Hongrie, et en Hongrie, ils sont des quasi-parias parce que la Hongrie de 1919 n'a pas les moyens de s'occuper d'eux. Elle est elle-même exsangue, et ils arrivent en plein milieu d'une révolution, d'une deuxième révolution, d'une contre-révolution, avec les violences qui s'accompagnent de cela. Donc, cette cohorte de gens va venir grossir le nombre des mécontents, le nombre des frustrés, le nombre des gens qui se sentent dépossédés, victimes, humiliés, et qui vont être à la pointe, bien entendu, de cette politique révisionniste, et qui vont être les soutiens du régime Horthy, parce qu'ils vont voir en l'amiral le seul capable éventuellement de leur rendre ce qu'ils ont perdu. Donc c'est un cercle vicieux absolument tragique, et c'est une histoire qui ne peut pas se comprendre si on n'explique pas tout ce que ça a fait 1 heure que j'essaye de vous expliquer. Donc quand on entend des raccourcis, des stigmatisations dans l'autre sens, dans les médias, ou on va dire dans les publications de vulgarisation des deux côtés, en France ou en Hongrie, on est très malheureux en tant qu'historien, parce qu'on doit à chaque fois réexpliquer toute cette dimension traumatique de l'après-guerre, et expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a eu ce martyrologe, et la façon dont on a érigé Trianon en traumatisme, en syndrome même. Il y avait eu, je vais faire maintenant 2-3 petites remarques bibliographiques, où je vais rappeler 2 petites choses. En 2004, il y a eu le film de Koltai Gábor sur Trianon, qui était tellement contestable que notre collègue Oblonci Balázs, que vous connaissez tous, et surtout dans ces murs, s'était employé avec d'autres personnes à faire réaliser un documentaire absolument passionnant qui s'appelle « Le syndrome de Trianon », et qui a été diffusé à l'époque massivement en Hongrie, à la télévision, dans lequel j'ai eu l'honneur de parler, de participer, pour que justement on laisse les historiens décrypter tout ça. Et puisque je parle de Balázs, et que c'est un bon ami à moi, et qu'on travaille depuis plusieurs années à déchiffrer Trianon tous les deux, on a fait ces derniers temps des doubles interviews. C'était très très intéressant. On nous a interrogés tous les deux sur les réceptions franco-hongroises pas seulement de Trianon, mais de la période. Et Balázs a écrit un petit livre tout à fait récemment qui s'appelle Az ismeretlen Trianon. Donc vous pouvez trouver chez Jaffa Kiadó, qui est la maison d'édition qui a publié les 3 derniers livres de Balázs, qui sont tous liés à ça. Vous avez d'abord le premier qu'il a écrit, c'était Les légendes de Trianon, Trianon Legendák. Après, il y a eu la reconquête de la Transylvanie, Visszatért Erdély. Et puis là, il a fait un petit livre sur le touranisme aussi, qui est très très intéressant, mais c'est moins lié à ça, c'est pas le sujet ce soir. Et puis donc celui qui est sorti là cette année, donc Trianon inconnu, Az ismeretlen Trianon, où il essaye
là aussi, à chaque fois, de décrypter ces éléments que je viens modestement d'essayer de vous décrypter de même. Je vous remercie.